Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Épisode 33, antispéciste contre l'extrême droite. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Pour tout vous dire, j'avais un autre épisode prévu la semaine dernière qui n'est pas sorti parce que je me voyais pas parler d'autre chose que du contexte actuel au vu de sa gravité. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le soir des élections européennes, le 9 juin dernier, l'extrême droite risque d'accéder au pouvoir en France. Dès le lendemain, on s'est réunis avec plusieurs camarades antispécistes pour réfléchir aux meilleurs moyens de s'engager dans la lutte contre ce danger et de faire front aux côtés des autres mouvements sociaux. Avec Florence Delry, J.M. Do, Joseph Jacaz, Lila M, Orlando H. Benta et Johan O'Haro, on a notamment choisi d'écrire une tribune ensemble pour appeler justement à une mobilisation massive et convergente des antispécistes, pour affirmer que l'extrême droite est l'ennemi de toutes les personnes minorisées, y compris les autres animaux, et que l'antispécisme est incompatible et même s'oppose radicalement à leur idéologie et à leurs actions. Cette tribune a suscité un élan inédit. Elle a été signée par plus de 300 collectifs, associations et personnalités antispécistes. Elle a été publiée ce lundi dans le média indépendant Blast, que vous connaissez sûrement, et continue d'être signée massivement depuis. Le format d'une tribune demande de faire preuve de beaucoup de concision, et donc on n'avait pas vraiment la possibilité de développer énormément nos positions. J'ai donc proposé à Florence Delry qu'on enregistre un épisode pour prendre le temps d'en parler et expliciter davantage ce qu'on a tenu à affirmer dans cette tribune. Elle est illustratrice scientifique, vulgarisatrice notamment avec son site Questions Animalistes, coéditrice à l'Amorce et cofondatrice du projet Méduse. On a enregistré cet épisode la semaine dernière, donc avant l'apparition de la tribune, pendant qu'on sollicitait les premières signatures. Je précise qu'on n'entend que nos deux voix, à Florence et à moi dans cet épisode, mais que JM, Joseph, Lila, Orlando et Johan ont été tout aussi impliqués dans ce projet et qu'on a vraiment fonctionné en tant qu'équipe. Salut Florence. Salut Victor. Alors on fait toutes les deux partie d'un ensemble de camarades antispécistes qui nous sommes réunis dès le lendemain des résultats des élections européennes le 9 juin, élections qui ont vu le Rassemblement national, le RN, arriver en tête avec plus de 30% des votes exprimés. Et le soir même, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Les nouvelles élections législatives qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains risquent donc fortement de permettre l'arrivée au gouvernement et donc au pouvoir de l'extrême droite en France. C'est un contexte extrêmement grave, inquiétant, qui nous a pris de court et à propos duquel on a voulu agir notamment en tant qu'antispécistes. Et on a donc notamment rédigé une tribune pour appeler les antispécistes à la mobilisation contre l'extrême droite. Alors on va venir plus précisément sur les positions affirmées dans cette tribune, mais déjà, ce qu'elle fait, c'est rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que l'extrême droite, c'est un vrai danger, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée première de cette tribune, c'est de se mobiliser massivement et sans ambiguïté contre l'extrême droite, notamment en rappelant que elle représente un danger pour les personnes minorisées, pour l'ensemble des groupes minorisés et discriminés, et aussi pour les animaux non humains, dont il est moins question dans le débat public, mais qui sont très concernés aussi par les discriminations arbitraires, le suprémacisme, etc. Ouais, on écrit dans la tribune l'extrême droite est depuis toujours une ennemie naturelle et acharnée des groupes infériorisés. Oui, tout à fait. En fait, l'idée aussi, c'est de rappeler que, au-delà du déclaratif et donc de la manière dont les personnes manient les différents concepts, etc., il y a un ADN qui est constitutif à la fois de l'antispécisme, de l'opposition au spécisme, et un ADN qui est constitutif de l'extrême droite, et que ces valeurs profondes sont parfaitement incompatibles. Les valeurs défendues par l'extrême droite sont le suprémacisme, par exemple, donc la défense de la supériorité de certains groupes sur d'autres, une hiérarchie entre les individus, alors que la lutte contre le spécisme
et plutôt une lutte donc égalitariste, de défense de l'égale considération des intérêts et de disqualification justement de ces notions de hiérarchie et de supériorité. À l'extrême droite, on retrouve aussi l'acceptation et même la perpétuation, l'encouragement de préjugés à l'égard des exogroupes qui sont utilisés comme armes, donc via l'accentuation des stéréotypes qui sont nuisibles à certaines populations. Les exogroupes, c'est le nous, enfin c'est le eux par rapport au nous. C'est toute l'altérité en fait, c'est-à-dire que tous les groupes qui sont externes à nous-mêmes vont être victimes, ciblées de ces préjugés, de ces stéréotypes. L'antispécisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire que justement on va rejeter ces préjugés à l'égard d'un groupe qui n'est pas nous, donc en l'occurrence les animaux non humains, et on va remettre en question les stéréotypes qui sont jugés nuisibles pour ces populations-là. On peut parler aussi comme principe très central dans l'extrême droite, c'est l'anthropocentrisme, même l'ethnocentrisme, qui sont des positions de repli sur soi et où on promeut des bénéfices apportés à une population particulière, encore une fois par notamment xénophobie, etc. Alors que chez l'antispécisme, on retrouve cet attachement très fort, évidemment, au refus de l'anthropocentrisme et à l'acceptation de l'altérité. De la même manière, il y a d'autres valeurs extrêmement fortes qui sont défendues par l'extrême droite et qui font partie de son identité, j'ai envie de dire. C'est aussi la notion d'exceptionnalisme humain, donc la défense de cette vieille image archaïque, mais qui est encore très très défendue, de discontinuité évolutive entre les humains et l'ensemble du reste du vivant, donc une sacralisation de la dignité humaine, etc. Alors que, bien sûr, l'antispécisme rejette cette vision et replace un peu l'humain dans la continuité évolutive du vivant, en quelque sorte, le remet à sa place. Ça, c'est vraiment vu comme une menace très très grave par l'extrême droite. Et puis il y a aussi à l'extrême droite une acceptation des discriminations et qui sont opérées sur des critères arbitraires. Généralement, ça consiste en une considération morale et des traitements qui sont indexés sur des critères tels que l'origine supposée ou réelle, la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Et c'est évidemment tout ce que rejette l'antispécisme, ce principe de discrimination arbitraire, notamment avec le rejet du critère d'espèce qui est jugé non pertinent, tout comme d'autres critères tels que l'intelligence, les capacités cognitives, la force physique, etc. Et puis, à l'extrême droite, on a aussi une valorisation assez forte des politiques inégalitaires qui sont validées, acceptées, promues, chose qui est complètement rejetée aussi par l'antispécisme. Et puis on peut mentionner aussi, je pense que c'est un point assez fort, le conservatisme, c'est-à-dire le refus à l'extrême droite de changer notre rapport aux autres animaux, de modifier par exemple les traditions et de qualifier tout changement comme une menace civilisationnelle, une menace pour l'identité. Et donc on a un maintien des traditions potentiellement nuisibles à autrui. Du côté antispéciste, on va plutôt au contraire accepter de changer fondamentalement, radicalement notre rapport aux autres animaux, de changer de paradigme et justement de faire évoluer les traditions pour arriver à quelque chose de moins porteur de souffrance. Voilà. Donc toutes ces valeurs qui sont vraiment très très profondes, encore une fois, je parle pas de déclaratif, il y a bien sûr des personnes qui se disent antispécistes et qui ne défendent pas ces valeurs-là, ou des personnes qui se disent d'extrême droite et qui ont un discours un peu mensonger ou trompeur sur ces questions-là, donc je ne parle pas de déclaratif, je parle vraiment de valeurs constitutives de ces mouvements. Oui, donc une des choses qu'on voulait faire avec cette tribune, c'est de dire tout ce qui fait que l'extrême droite lutte activement pour maintenir toutes les formes d'oppression intra-humaine s'applique tout aussi bien finalement à l'oppression spéciste, et que en fait ça va ensemble, et parce que c'est cohérent avec l'idéologie de hiérarchisation, de suprémacisme, d'anti-égalité, en fait anti-égalitarisme qui est profondément ancré à l'extrême droite. Oui, tout à fait. De toute façon, les animaux non humains sont un groupe opprimé, discriminé, et effectivement, ces valeurs, elles touchent ces valeurs défendues par l'extrême droite, elles touchent les populations humaines, mais elles touchent l'ensemble des populations qui sont victimes de stéréotypes, qui sont discriminées, qui sont opprimées, exploitées, etc., et dont l'exploitation peut faire obtenir un privilège à un groupe qui est jugé dominant et supérieur. Donc, toutes ces notions là dont je viens de parler sont effectivement délétères à la fois pour les humains et pour les autres animaux, très clairement. Et l'extrême droite, c'est aussi le déchaînement en fait des violences contre les plus vulnérables. Je pense que c'est important de parler de cet élément de la violence
de l'extrême droite. Oui, tout à fait. On a une liste de mesures antisociales qui sont portées par l'extrême droite depuis quand même très longtemps. Alors notamment économiques, hein, qui ont un impact aussi sur la précarité des populations, qui est très active aussi envers les droits des femmes, les droits des personnes en situation de handicap, les personnes les plus précaires, les personnes LGBT, les personnes racisées de manière très racinaire et très très forte. On a notamment le fait de comparer l'avortement à un génocide, ce qui a été fait par plusieurs membres du RN, de voter contre l'IVG libre et gratuite aussi au sein de l'Union européenne, d'inviter à couper les subventions aux associations LGBT ou féministes, de voter contre des lois qui concernent les violences sexistes et sexuelles. Et puis on a aussi une attaque assez claire et violente sur les personnes victimes de racisme, les personnes racisées, avec des politiques qui stigmatisent, qui souhaitent l'exclusion, l'ostracisation, voire la disparition pure et simple de certains groupes. Donc on ne parle pas de tags de vitrine ou de casser des abribus, hein, on parle de nuire directement aux personnes, hein, et pas à des biens matériels, en attaquant des groupes en tant qu'humains, quoi. Donc ça représente un danger qui est déjà là, qui s'exprime aussi beaucoup quand il y a une présence très forte justement de l'extrême droite dans les urnes. Et là on voit qu'avec une éventualité de l'accès au pouvoir de l'extrême droite, il y a une multiplication des actions violentes et de la part de l'extrême droite et de certains groupes dont d'ailleurs le Rassemblement national essaye de se séparer ou de s'éloigner, mais bon, ce sont les mêmes valeurs en fait qui sont portées. Oui, en fait, il y a un déchaînement des violences. Il y a quelque chose qui se passe quand l'extrême droite monte. De plus en plus de militants d'extrême droite dans les groupes, dans la rue, finalement, se déchaînent en se disant, bah ça y est, on est autorisé. Ça semble les autoriser d'autant plus à déchaîner, à faire des agressions racistes, à faire des agressions homophobes. Moi, j'ai l'exemple de le soir même, la nuit en fait, qui a suivi l'annonce des résultats des élections européennes et de la dissolution. Bah, il y a eu une agression homophobe par des membres du GUD, le groupe Union Défense, c'est justement un groupe d'extrême droite qui s'en est pris avec des insultes homophobes et transphobes à une personne et en disant vivement dans 3 semaines on pourra casser insérer insulte homophobe autant qu'on veut. Donc on voit bien le lien aussi et le risque que ça peut être, en plus de donner l'État à l'extrême droite politique en termes de parti s'ils accèdent au pouvoir. En plus de ça, il y aurait sûrement tout le pays qui serait affecté d'autres manières par une montée des violences. Oui, c'est une répercussion bien sûr sur dans le domaine politique évidemment, mais aussi sur le terrain entre guillemets. Ça a des répercussions très concrètes pour beaucoup de personnes qui sont en première ligne. Et effectivement, les personnes LGBT sont très souvent visées et il y a une espèce de décomplexion comme ça et on se sent pousser des ailes avec l'accession éventuelle de l'extrême droite au pouvoir. Et il y a des réactions là qui sont effectivement très très violente. Après, il y a aussi une violence dont on parle peut-être moins, mais c'est aussi le fait que l'extrême droite, plus largement, représente une force terroriste dont on parle pas forcément beaucoup. Je renvoie au dernier rapport sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'Union européenne, qui est assez parlant à ce sujet. Donc, on peut évoquer aussi même le risque d'ingérence, notamment les rapports avec la Russie qui ont vraiment récemment été soulevés quand même par beaucoup de médias sur le fait qu'il y ait des réseaux d'influence pro-russes qui ont soutenu Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes récemment, ou le fait qu'il y ait des candidats RN qui ont entretenu des liens directs avec la Russie de Poutine. C'est pas du tout complotiste de dire ça, c'est vraiment documenté par plusieurs médias, c'est le fruit d'enquêtes. Ouais. Oui, bien sûr, c'est le fruit d'enquêtes qui sont extrêmement documentées. Je renvoie notamment aux articles de Mediapart qui a produit des enquêtes extrêmement fournies et détaillées à ce sujet. Donc en fait, il y a différents niveaux de violence, mais effectivement, dans tous les cas, il y a des attaques assez franches sur certains groupes humains et non humains qui sont assez évidentes. On peut mentionner aussi des groupes qui ont attaqué des manifestations féministes de manière très très frontale pendant certains rassemblements pour les droits des femmes. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement. On a aussi eu à cœur, avec cette tribune, de rappeler à quel point l'extrême droite agit systématiquement contre les animaux dans leur vote aussi. Même si en fait, ils n'ont pas souvent l'occasion de se prononcer sur des questions, sur la question animale, parce que juste elle n'existe pas beaucoup en politique, mais quand ils en ont l'occasion, en fait, ils se positionnent systématiquement contre les intérêts des animaux.
Oui, alors oui, c'est quasi systématique et c'est même une position qui est relativement isolée en fait au sein de l'échiquier politique. Alors c'est vrai que la question animale, on est bien placé pour le savoir, elle est souvent très très souvent relayée au second plan, mais il y a quand même des propositions qui sont formulées et c'est vrai que quasi systématiquement l'extrême droite formule des propositions qui vont à l'encontre très très clairement des autres animaux, et c'est un comportement qui est inédit au sein de l'échiquier politique. Je pense que c'est important de le dire, c'est que tout le monde est plus ou moins incompétent sur cette question et personne n'est vraiment à la hauteur, mais il y a une particularité avec l'extrême droite, notamment avec le Rassemblement national, mais on peut citer Reconquête aussi, qui vote régulièrement des mesures qui sont clairement qui vont contre les intérêts des animaux non humains. Si on prend l'exemple de Jordan Bardella, qui est quand même président là du Rassemblement national, il a voté contre l'interdiction du transport des femelles en fin de gestation, il a voté contre la fin des subventions pour les élevages intensifs, contre l'interdiction de la chasse le week-end, pour l'autorisation de la chasse dans des futures zones protégées en Europe, et contre la fin des subventions aux élevages de taureaux destinés aux corridas, contre l'interdiction du gavage des oies et des canards pour le foie gras, contre une meilleure protection des aires marines protégées face à la pêche de fond, pour diminuer le statut de protection des loups au niveau européen, pour le chalutage en eau profonde dans les aires marines protégées, pour l'absence d'amélioration des conditions de transport des animaux. Enfin, la liste est interminable des mesures qui sont prises et qui nuisent directement aux animaux non humains. Et c'est pas que le cas de Jordan Bardella, c'est aussi le cas de Marine Le Pen, qui est présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Elle a notamment soutenu un amendement qui avait été appelé anti-L214, qui avait été surnommé anti-L214, qui prévoit la pénalisation fiscale des donateurs et donatrices d'associations qui relaient des lanceurs et lanceuses d'alerte. Ça, c'était en 2022, et elle s'était félicitée vraiment de cet amendement. Je pense que ça serait légitime que ça inquiète toutes les personnes qui défendent les intérêts des animaux non humains, de savoir qu'il y a ce type de restrictions et d'annihilation de la puissance d'action qui plane au-dessus d'elle. Et d'atteinte à la liberté associative, en fait. C'est ça. Il y a d'autres facteurs aussi, notamment économiques et de précarisation, qui pourraient beaucoup nuire à l'engagement bénévole. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, des menaces de coupe de subventions, des menaces vis-à-vis de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de la liberté de pouvoir exprimer des idées qui sont minoritaires, comme c'est le cas avec l'antispécisme encore aujourd'hui. Donc ça, à mon sens, ça doit être pris en compte. Et puis on peut évoquer aussi d'autres membres du Rassemblement national, comme Louis Alliot, par exemple, qui est premier vice-président du RN et maire de Perpignan, qui avait formulé il y a quelque temps une question écrite au ministère de l'Intérieur en disant que les antispécistes étaient une nébuleuse mal connue d'individus radicalisés, que selon les antispécistes, la loi devrait accorder à toutes les créatures vivantes les mêmes droits qu'aux hommes. Donc évidemment que c'est des épouvantails argumentatifs terribles, mais c'est des questions qui ont vraiment été déposées, et même en fait sur des sujets qui sont quand même très consensuel, un peu évident quand même. Le Rassemblement national se distingue. Je pense à la proposition de loi sur l'interdiction des colliers électriques ou étrangleurs pour les chiens et les chats, qui a été proposée en 2023. L'interdiction de ces colliers a été adoptée à 111 voix contre 5. Et les 5 qui ont voté contre, c'était des députés Rassemblement national. Il y avait une espèce d'unanimité comme ça au sein de l'échiquier politique, et le RN s'est distingué sur une question aussi triviale, entre guillemets, que celle-là, ou aussi évidente que celle-là. Et puis, alors au-delà, on peut parler aussi de l'extrême droite en général, Marion Maréchal, dont la position là est un petit peu ambiguë, mais qui semble avoir quand même rejoint le Rassemblement national aussi, en tout cas qui est clairement d'extrême droite, a parlé à ses adhérents et adhérentes lors d'un discours pour Reconquête en disant: vous serez le rempart de toutes les déconstructions, comme la théorie du genre, l'antispécisme ou le wokisme. Voilà. Je sais qu'il a été question du wokisme sur le podcast, et je pense que c'est intéressant aussi de se pencher sur l'utilisation de ce terme. Donc en fait, il y a ces attaques récurrentes, répétées, extrêmement violentes contre les animaux non humains, et souvent aussi, au-delà des actions, il y a une inaction chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition de loi déposée, il n'y a pas de questions écrites au gouvernement, il n'y a pas de discours public favorable, et il n'y a pas d'engagement particulier. Et il y a une espèce de biais du survivant aussi avec ça, ça se voit moins forcément l'inaction, surtout sur un sujet qui est un petit peu laissé de côté comme la question animale, mais en tout cas c'est le vide intersidéral sur cette question, quoi.
Ouais, oui, donc là, on le voit bien, c'est hyper clair. L'extrême droite est aussi l'ennemi des animaux, en plus d'être l'ennemi de, comme tu l'as dit, toutes les personnes minorisées. Et pourtant, parfois, on nous fait croire que l'extrême droite serait du côté de la cause animale, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à cœur aussi de porter dans cette tribune, de mettre en garde et de dénoncer par avance l'instrumentalisation que peut faire l'extrême droite de l'animalisme. Oui, tout à fait. Il est effectivement mentionné le fait qu'on ne se laisserait pas berner par certaines opérations de communication, alors que le Rassemblement national n'est certes pas le seul à employer et à mobiliser, mais il y a des particularités aussi concernant le Rassemblement national. Alors, si on mentionne Marine Le Pen et ses chats, c'est parce que il y a eu ces reportages très complaisants, notamment dans Paris Match, et avec des séances photos très préparées où on voit Marine Le Pen qui parle de ses chats, de l'amour qu'elle a pour ses chats, etc. Éric Zemmour aussi l'avait proposé en se prenant en photo avec ses chiens bruns. Et il y a un certain nombre de personnalités en fait politiques qui jouent cette carte pour attirer la sympathie. Visiblement, ça fonctionne. Je pense que sinon, elle et il ne le feraient pas. En fait, quand on regarde aussi, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que Marine Le Pen, elle fait de la reproduction et de l'élevage de chats. Donc, on est quand même bien loin en fait d'un comportement qui est favorable aux animaux non humains. Je pense que n'importe quelle personne qui est engagée dans la défense des droits des animaux, c'est le problème que ça pose en termes d'éthique de les faire se reproduire, notamment quand on sait que les refuges débordent et quand on sait un petit peu ce qu'est le spécisme. Ouais. Et au-delà de cette question de la représentation avec des chats et des chiens, qui, comme je le disais, n'est pas propre au Rassemblement national quand même, il y a aussi un gros dossier qui est l'abattage sans étourdissement. Donc la question des abattages rituels kasher et halal, qui sont très très souvent mis sur le devant de la scène, particulièrement par le Rassemblement national. Alors, pour traiter cette question, je pense que c'est bien aussi de faire dans la clarté. Donc moi, je préfère être claire. Je condamne évidemment toute forme d'abattage, et j'estime qu'il n'y a pas de bonne manière de mettre à mort quelqu'un qui ne veut pas mourir, et que, en l'occurrence, je suis opposée à l'abattage des animaux qui se fait dans un cadre qui vise pas à soulager les souffrances qui sont impossibles à prendre en charge par ailleurs. Une fois ce point posé, il y a une hypocrisie, en fait, un double standard qui consiste à l'extrême droite à condamner des abattages rituels au nom de la dignité animale. C'est l'expression qui est utilisée par Jordan Bardella notamment, mais par exemple à agir en faveur de la corrida, sous prétexte qu'il s'agit d'une tradition et qu'il faut respecter les traditions, alors que la pratique de la corrida, elle peut même pas être justifiée d'un point de vue alimentaire, par exemple. Donc on va d'un côté se dire que c'est souhaitable de défendre la corrida, qui est un divertissement et qui consiste en la torture d'un animal pendant de longues minutes, et de l'autre aux dignité animale lorsqu'il est question d'abattage rituel. Oui, donc là, on voit que c'est un paravent, en fait, pour finalement s'en prendre aux personnes racisées ou aux musulmans, en fait. Complètement. Moi, je pense que c'est une hypothèse qui est quand même très parcimonieuse de se dire que, certes, il y a des biais spécistes chez tout le monde. Le Rassemblement national ne fait pas exception, mais surtout, c'est une mesure qui s'inscrit dans un agenda raciste, et que c'est aussi un outil de stigmatisation de certaines communautés qui sont constamment visées par ailleurs. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle jamais quand il est question d'abattage sans étourdissement, et honnêtement je ne l'ai jamais vu non plus formulé par des personnes qui défendent les animaux non humains, y compris par des associations animalistes. Donc je pense que c'est important d'en parler, et je pense que comme un poisson dans l'eau, c'est le bon endroit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un ou une élue qui parlait d'abattage sans étourdissement, évoquer la pêche, les animaux aquatiques, les homards ébouillantés vivants, parce qu'en fait les crustacés décapodes, donc les crevettes, langoustes, écrevisses, homards, crabes, etc., sont des animaux qui sont réputés sentients. Donc il y a un bon faisceau de preuves qui convergent vers l'idée que ces animaux, ils sont capables de ressentir la douleur, de vivre des expériences positives et négatives. Et ces animaux-là ne sont jamais évoqués dans ce débat, alors que ils sont massivement tués, mis à mort sans étourdissement préalable. C'est particulièrement le cas pour la pêche des animaux sauvages. Et puis les homards sont ébouillantés vivants et vendus vivants aux particuliers, etc. Cette question-là, elle n'est jamais abordée. Donc je pense que, encore une fois, il y a des biais spécistes, parce que même les entités animalistes ne l'évoquent pas. Mais si la question c'était vraiment une question de dignité animale, je pense que ce point-là pourrait être évoqué. Donc tous ces doubles standards, ces hypocrisies, et quand on compare ce point-là avec le programme global qui est défendu par le Rassemblement national et l'extrême droite en général, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est une hypothèse très parcimonieuse de dire que c'est une mesure effectivement qui sert un agenda raciste. Ouais.
Et en particulier islamophobe et antisémite. En On particulier, a tenu à le bien sûr. préciser dans la tribune. Oui, tout à fait. Ouais. Alors pour faire un peu un mini bilan là, finalement c'était quoi nos intentions premières avec cette tribune? Pourquoi c'est important de faire ça? Alors je pense que vu l'urgence de la situation politique actuelle, il y a un élan pour agir à son échelle, pour essayer de faire quelque chose. Donc cette tribune, c'est un outil, c'est un moyen. L'idée, c'était donc de répondre à une situation qui est effectivement exceptionnelle, inédite, de rappeler que les valeurs portées par la défense des animaux non humains sont intrinsèquement incompatibles avec celles qui sont défendues par l'extrême droite, comme on l'a dit et détaillé tout à l'heure. Et puis rappeler aussi, parce que je pense que c'est important, qu'il existe un front antiraciste, antifasciste, qui est très actif dans les luttes antispécistes et qui est malheureusement assez peu visible. Et je pense que c'est un point qui est loin d'être acquis, ça, parce que pour diverses raisons qui seraient assez longues à développer, par biais spéciste, en fait, les propos de personnes animalistes qui pourraient avoir des ambiguïtés sur la question du racisme, etc., sont beaucoup plus souvent dénoncés et relayés que les autres, ce qui fait que on entend très peu, en fait, les discours qui sont antispécistes et convergents. On les entend en tout cas moins. Et puis un autre objectif assez fort de cette tribune, c'était justement d'appeler à la clarté et de proposer de la transparence, donc en appelant à voter sans ambiguïté pour le nouveau Front populaire, qui a été proposé comme la solution la plus pragmatique en fait et la plus efficace dans le contexte actuel, sans pour autant estimer que c'était une solution parfaite, évidemment. Oui, et puis en fait, on ne dit pas que c'est la seule façon dont on doit se mobiliser non plus. C'en est une, et en fait, on appelle à une mobilisation plus large, en fait, et aussi de la société civile, dans les collectifs, sous toutes les formes de militantisme, en fait, qui peuvent être utiles pour lutter contre l'extrême droite. Oui, tout à fait. Ouais. On écrit aussi que on estime que le silence n'est pas permis face à un tel danger. C'est assez fort. Pourquoi on a dit ça? Je pense qu'on a besoin de positions qui sont claires et effectivement assez fermes et fortes, parce que on vit une situation, encore une fois, qui est extrêmement dangereuse pour beaucoup de personnes. Et quand je dis personnes, dans ma bouche, ça veut dire des personnes humaines et non humaines. Je pense que l'extrême droite a besoin d'ignorance aussi pour prospérer, et que il y a vraiment un intérêt en fait à parler ouvertement, à dire ce qu'elle est, à dire quelles mesures elle a votées de manière très concrète, quels discours sont tenus et quelles sont ses origines, ses fondements et tout ce qu'elle représente. Et je pense que plus il y a de positionnement ferme et plus la mobilisation augmente aussi, plus les personnes qui sont un peu indécises ou celles qui ont un peu peur de se positionner justement, s'appuient justement les uns les unes sur les autres pour s'engager à leur tour. Et je pense que c'est important d'avoir ce soutien collectif comme ça. Ça permet à des personnes qui sont moins en force ou voilà de trouver de l'appui aussi. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette culture du mouvement. Et puis, en fait, je pense qu'il est probable qu'il y ait des personnes qui gardent le silence là dans la séquence qu'on vit et qui, si le Rassemblement national accède effectivement au pouvoir, vont vraiment le regretter, autant dans leur action associative, bénévole, militante, que probablement dans leur vie. Donc, j'invite à réfléchir à ça. Je pense qu'il y a des gros enjeux par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant à dire. Alors, c'est un avis plus personnel là, mais à titre personnel, je ne souscris pas à cet argument qui consiste à dire que formuler un appel au vote, ce serait insulter l'intelligence de son public. Ah oui. Parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup, en fait, qui est là, souvent mobilisé dans la séquence qu'on est en train de vivre. Et en fait, il est énoncé comme une évidence, sans démonstration, en disant moi je n'infantilise pas mon public, donc je vais pas lui dire pourquoi voter, je vous laisse la liberté, etc. C'est l'argument qui a été donné par exemple par un très grand influenceur, Thibaut InShape, qui a dit vous êtes en âge de faire votre propre choix et qui n'a pas donné d'instruction de vote. Et en fait, moi je me demande en quoi informer avec transparence, honnêteté et clarté les gens des choix qu'on fait et qu'on pense être meilleurs que d'autres, en quoi ce serait un manque de respect pour leur intelligence. Je trouve que c'est pas du tout évident, au contraire. Et je pense qu'en fait c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que si on ne dit rien, en fait on compte sur l'ambiguïté, on compte sur le flou et éventuellement, surtout, on compte sur le manque d'information de son audience. Donc personnellement, je défends publiquement l'idée que le vote Nouveau Front Populaire, sans être idéal, est notre meilleure option. Dans le contexte actuel, tout comme je défends par exemple publiquement l'idée que l'antispécisme me paraît être une meilleure option que le spécisme. Et je respecte justement assez les personnes à qui je m'adresse pour ne pas leur imposer un manque de clarté. Donc voilà,
J'avais envie de parler de ce point-là parce que je pense que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'évidence que ne pas donner d'appel au vote clair, c'est respecter son public. Et moi, je suis pas d'accord avec ce point-là. Ouais, ça faisait du bien de clarifier ça aussi. Et peut-être on précise du coup que en fait c'est vraiment un appel à la mobilisation qu'on lance à tout le mouvement antispéciste et que tous les antispécistes peuvent nous rejoindre et tout le monde est les bienvenus pour signer cette tribune. Oui, tout à fait. C'est un peu l'idée aussi de s'inscrire dans un mouvement de résistance qui soit collectif. C'est le fameux slogan on s'engueulera plus tard. C'est que on peut effectivement ne pas être d'accord sur tout et avoir des divergences d'opinion, des divergences stratégiques, etc. Et malgré tout, trouver des accords pour se mobiliser parce que le danger est complètement inédit. En fait, c'est exactement ce que font en ce moment l'ensemble des mouvements sociaux et même l'ensemble des formations politiques qui se sont elles-mêmes engagées au sein du nouveau Front populaire. On l'a vu, hein. C'est souvent d'ailleurs mis en exergue par certains journalistes. C'est que oui, on connaît les désaccords, on connaît les disputes, les bagarres, etc. Mais tout l'enjeu de cette union, c'est de mettre les désaccords temporairement de côté pour peu qu'ils soient pas majeur, hein, et de lutter contre une menace absolument inédite dans un contexte qui est inédit. Et ça signifie pas en fait que ces mouvements sociaux qui se rassemblent, donc les mouvements féministes, antiracistes, antivalidistes, antispécistes, entre autres, soient naïfs vis-à-vis de ce qu'est le nouveau Front populaire, ou qu'ils abandonnent la lutte ou les victimes qu'ils défendent. Hein. D'ailleurs, c'est affirmé et répété à peu près partout qu'il faut pas baisser la garde, qu'il faut pas s'endormir, qu'il ne faut pas perdre son regard critique. Donc je pense qu'il faut bien distinguer d'une part un appel au vote pragmatique et urgent, et d'autre part ce qui serait de la naïveté, un acquiescement inconditionnel ou de la résignation. Je pense qu'on n'en est pas là. L'idée c'est de dire que le seul rempart crédible face à un choix qui est absolument désastreux, c'est possiblement un choix qui est un peu médiocre, mais que du coup le choix médiocre est le bon choix. J'aime beaucoup l'expression qu'a utilisée la militante écologiste Camille Etienne en disant « on vous demande pas de choisir l'amour de votre vie ». Je crois que c'est vraiment ça, quoi. C'est on est ensemble pour lutter contre une menace qui est vraiment, vraiment inédite. Et bien justement, ouvrons ce volet-là, parce que je pense que c'est ce qui peut faire désaccord aussi au sein du mouvement, particulièrement sur la question animale. En fait, tout le monde est tellement pas à la hauteur, y compris la gauche, je veux dire, y compris tous les représentants du nouveau Front populaire, feront pas assez, très peu s'engagent. Les 3 pauvres lignes sur le programme, même si 2 d'entre elles, ça paraît un peu plus ambitieux, bon, c'est un peu vague, c'est pas beaucoup, c'est pas très développé, on s'attend pas à des merveilles, en fait, sur la question animale par le Front populaire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce qui nous a motivés à appeler à soutenir le nouveau Front populaire, en réaction, comme tu le dis, comme une réaction pragmatique face à un danger gigantesque, comment on fait pour que cet appel-là soit pas en fait un chèque en blanc qu'on donne à la gauche en disant on soutient le nouveau Front populaire, et peut-être en ne faisant pas assez attention à leur mettre la pression en même temps, comme le font les autres mouvements sociaux, pour être sûr qu'ils n'oublient pas les animaux en fait dans le process. Alors, je pense qu'il y a aussi, il y a quelque chose à prendre en compte là au départ, c'est que l'appel à soutenir le nouveau Front populaire, il a un avantage qui, j'ai l'impression, n'est pas très souvent identifié, qui n'est pas souvent exprimé en tout cas, c'est que il ancre l'antispécisme comme une lutte sociale légitime. Et ça, c'est un des problèmes, je pense, que doit affronter la lutte antispéciste, c'est qu'elle est très souvent mise de côté justement, Ouais. et que s'engager auprès d'autres mouvements sociaux et se rassembler avec l'Union, etc. Moi, je le constate là de manière très très concrète depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, justement, c'est que ça crée des ponts et des liens entre les groupes, les personnes, et ça permet de mieux comprendre de quoi on parle aussi. En discutant avec des militants et des militantes qui sont engagés dans d'autres luttes sociales, en disant qu'on est soi-même antispéciste, antiraciste, etc., ça permet d'expliquer ce qu'est le spécisme, d'expliquer ce qu'est la lutte, ça tend à créer des ponts, des liens, et à favoriser une meilleure compréhension de tout ça. Et je pense que c'est vraiment un des gros enjeux, un enjeu important pour la lutte antispéciste. Et quand on se confronte régulièrement au spécisme dans les milieux progressistes, on sait que la marge de manœuvre, elle est vraiment très très grande, qu'il y a beaucoup à faire. Mais je pense que l'ensemble des personnes qui militent en ce moment pour davantage de justice sociale à travers différents mouvements, elles sont mobilisées. Là, s'il y a un silence des mouvements antispécistes ou animalistes à cet endroit-là, ça ne fait qu'entériner en fait un écartement qui est déjà très très difficile à contrer en temps habituel. Oui, parce qu'on voit que les autres mouvements sociaux là sont très mobilisés aussi en tant que féministes, en tant qu'antiracistes, en tant qu'antivalidistes, etc. pour en fait appeler justement à faire front contre l'extrême droite et à voter pour le nouveau Front populaire.
tout à fait. Et on a pu entendre des personnalités comme Clémentine Autain, Caroline de Haas, plein de personnalités féministes, etc., dire oui sur la question des VSS, la gauche ne fait pas bien, et oui, il va falloir faire mieux. Mais pour l'instant, c'est sûr que le Rassemblement national fera bien pire et que la menace est beaucoup plus grande. Donc, il y a ce côté, effectivement, non pas on met de côté les victimes, ou on n'en parle plus, ou on se couche. Non, c'est on fait un choix stratégique pragmatique. Et prioritairement, à mon sens, la meilleure action qu'on peut mettre en œuvre là pour défendre les animaux humains, on en a parlé tout à l'heure sur les mesures exceptionnellement nuisibles que le Rassemblement national vote pour les animaux non humains, prioritairement, du coup, faire front à l'extrême droite me paraît être un impératif très fort. Si l'extrême droite passe, la puissance d'action face aux spécistes, elle peut être tout simplement réduite au néant. Les associations risquent de perdre leur financement, les manifestations potentiellement d'être interdites ou encore plus violemment réprimées. Comme je le disais tout à l'heure, l'expression d'idées minoritaires rendue impossible. Et puis, on peut parler aussi de la menace de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, parce que l'extrême droite favorise aussi la concentration des médias, et en augmentant aussi la précarisation des personnes, ça va avoir un impact sur l'engagement bénévole aussi associatif. Et ce tissu associatif et bénévole, il est absolument crucial pour la défense de l'antispécisme. Ouais, en fait, comme le Rassemblement national, enfin l'extrême droite plus généralement prévoit, on voit très bien, hein, quand l'extrême droite accède au pouvoir, on peut voir avec les voisins européens, en fait, les libertés publiques sont très très vite compromises, enfin, ce qu'il en reste, parce qu'elles ont déjà été compromises largement, mais en fait, elles achèvent d'être complètement réduites à néant, et donc en fait, on se bat aussi là pour maintenir les conditions de possibilité même de nos luttes. Oui, tout à fait. Ben, on le voit avec l'extrême droite de Meloni, notamment en Italie, où l'équivalent du RSA a été supprimé, et ça induit que, bon, déjà des souffrances terribles, et des personnes qui tentent de s'organiser pour survivre collectivement et qui ne peuvent plus consacrer de temps à autre chose, donc à leur propre vie, autant de vivre, mais aussi, bien sûr, autant de lutte. Donc ça a un impact qui est absolument pas négligeable. Après, alors dans les faits, pour répondre à la question de comment on fait pour pas éclipser les animaux dans les prochaines semaines et années, dans les faits, les animaux sont pas totalement absents du débat non plus sur la question du nouveau Front populaire. Alors il y a effectivement cette mention dont tu parlais dans le programme, sortir des fermes-usines, améliorer le bien-être animal et interdire l'élevage en cage d'ici la fin de la mandature. Ces quelques lignes, elles ont été jugées bien sûr extrêmement décevantes et extrêmement floues, parce que améliorer le bien-être animal, ça veut quand même un peu tout et rien dire, oui, voilà, on ça va pas se peut mentir. déboucher sur rien, absolument rien. Voilà, exactement. Donc on regrette beaucoup ce flou, cette légèreté, et puis que soient pas évoquées des questions qui sont quand même assez consensuelles auprès de la population, notamment sur la corrida, la chasse, etc. Ça manque d'engagement concret en fait, ouais, et chiffré, enfin un peu plus précis et détaillé, quoi. Tout à fait. Alors qu'en plus le travail a déjà été fait par d'autres entités, d'autres formations. Je pense à une époque, il y avait notamment 20 mesures qui ont été chiffrées par des économistes, et à quel point la population était prête à mettre telle ou telle somme pour telle ou telle mesure, et on voyait qu'il y a vraiment des mesures qui faisaient l'unanimité, y compris avec un petit investissement économique, etc. Donc il y a des trucs très consensuels qui auraient pu être mis dans ce programme, donc on le regrette. Alors que abolir les fermes-usines, en fait, nous on sait la difficulté que ça représente et le changement majeur économique que c'est. Donc en fait, juste l'affirmer comme ça appelle pas à croire que ce sera possible, et ça appelle pas à montrer la voie qui concrètement mènera à cette possibilité-là, quoi. Oui, alors après tout dépend ce qu'on entend par ferme-usine, parce que c'est pas forcément un terme très clair non plus. Donc pareil, il y a un peu un flou là dans ces quelques lignes sur la question animale. C'est ça. Alors si on parle d'élevage dit intensif, qui représente 80% de la production de chair animale en France, effectivement ça va forcément imposer une réduction de consommation des produits d'origine animale absolument drastique. C'est vrai que si c'est pas plus détaillé que ça, ça peut, comme tu dis, rester quand même un petit peu flou. Après, au-delà de cette question du seul programme, il y a quand même des investitures pour le nouveau Front populaire qui sont actuellement mises en place, qui sont très très clairement favorables aux droits des animaux non humains, qui sont même très clairement antispécistes. Je pense par exemple à Émeric Caron, qui je pense est le plus connu, mais aussi à Jade Beniguel, à Leslie Mortreux, Victor Prant, Laura Vallée-Hans, Andy Kerbrat, Gabriel Amar aussi, qui est auteur d'une proposition de loi pour interdire la pêche au vif, qui défend une agriculture végétale, l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction de la corrida, donc des mesures qui sont quand même beaucoup plus concrètes et précises que ce que propose le programme. Céline Bourdon aussi, qui s'est engagée en faveur de la fin des élevages intensifs et de la végétalisation de l'alimentation, puisque les deux vont de pair. Ou Emma Fourreau, par exemple, qui est députée France Insoumise et qui est entrée au Parlement européen là suite aux élections européennes.
Et on constate qu'en face, il y a rien. C'est-à-dire que en face de ces quelques investitures antispécistes et pro-animaux, j'ai envie de dire, chez le Rassemblement national, il y a rien, seulement le pire pour les animaux non humains. Donc c'est pour ça aussi qu'appeler à voter contre l'extrême droite, c'est en soi un bon moyen de ne pas éclipser les animaux non humains, je pense. Bah justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est un des retours qu'on a eu, c'est que on serait pas assez exigeante vis-à-vis du nouveau Front populaire, et c'est difficile. On nous a reproché de pas arriver comme d'autres mouvements sociaux finalement à maintenir la tension entre un soutien à faire front et appeler à soutenir le nouveau Front populaire, mais à quand même maintenir une forme d'intransigeance et à parvenir à faire pression pour faire exister la question animale, comme ont pu faire les féministes par exemple, suite à l'investiture d'Adrien Quatennens, de dire bah là c'est pas possible en fait. Adrien Quatennens a été condamné pour violence conjugale, il ne peut pas être investi, et donc les féministes sont parvenus à faire annuler ça finalement en portant une investiture féministe en face de lui. Et nous on a par exemple un candidat écologiste, Nicolas Cadenne, qui a été investi pour le nouveau Front populaire et qui est pro-corrida. Est-ce que nous on fait preuve d'assez d'intransigeance vis-à-vis de candidats comme ça qui se déclarent ouvertement en faveur finalement de la torture des animaux? Alors je pense que bon, il y a plusieurs choses à distinguer. C'est vrai que l'investiture de Adrien Quatennens, elle est particulière dans la mesure où de toute façon on est dans un contexte particulier où le sexisme, les violences sexistes et sexuelles sont condamnées par la loi, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas du spécisme. Donc à mon sens, ce serait une erreur d'attendre les mêmes stratégies, les mêmes réactions, les mêmes mobilisations et tout à fait les mêmes modalités sur ces deux luttes. Je pense que c'est un impératif de prendre en compte les particularités de tout ça. Au-delà de ce point-là, c'est Adrien Quatennens qui a été donc il a été demandé par les féministes de retirer son investiture, mais il n'y a pas eu non plus il n'y a pas cet axe de demander des engagements maintenant en pleine campagne sur de nouvelles mesures en faveur des droits des femmes, etc. Le programme qui est présenté, c'est très largement celui de la NUPES en 2022, et les féministes se sont effectivement engagées contre l'investiture d'Adrien Quatennens, mais pas tellement pour demander des comptes là à l'ensemble des personnes investies par le nouveau Front populaire. Donc il y a quand même une petite distinction à faire là-dessus. Après, c'est possible aussi que certaines personnes qui sont investies par le nouveau Front populaire aient pris des postures il y a quelque temps qui ne soient plus d'actualité. Donc j'invite tout le monde à la vigilance là-dessus. Je pense que c'est important de bien savoir de quoi on parle. Je crois aussi que il y a peut-être un biais particulier sur la conscience du danger que représente l'extrême droite, qui demande, à mon sens, une bonne culture politique. Et malheureusement, la perception de ce danger, elle va pas forcément de soi. Il y a tout un exercice de dédiabolisation et de banalisation de l'extrême droite qui est entrepris depuis très longtemps. Alors, y compris par Marine Le Pen, on le sait quand elle a déjà renommé le parti Front National en Rassemblement National. Mais même à l'époque, Jean-Marie Le Pen voulait déjà pas qu'on les qualifie d'extrême droite. Donc il y a tout ce travail de banalisation qui a été accompli. Donc je pense qu'il faut quand même rester humble si on n'est pas soi-même investi dans les luttes contre les systèmes fascistes. Comme sur beaucoup de sujets, il faut reconnaître qu'il est peu probable qu'on ait une vision d'ensemble si on ne travaille pas activement sur ces questions. Et je pense que ça doit aussi conditionner nos stratégies et ce qu'on met en œuvre. Je crois qu'il faut écouter attentivement l'histoire, les personnes qui travaillent sur les questions relatives à l'extrême droite et à l'autoritarisme, pour vraiment comprendre quelle est la mesure du péril en cours, y compris pour les animaux non humains, et du coup de ne pas tergiverser. Sur cette question du spécisme, alors effectivement, si on a envie de disqualifier l'ensemble des investitures du nouveau Front populaire qui sont spécistes, en fait, on va disqualifier tout le monde. On va disqualifier tout le monde. En fait, on disqualifie l'ensemble du champ politique. Ouais. Donc on peut pas, en fait, se dire qu'on est tout à fait dans la même situation que sur les questions relatives au racisme et au sexisme. Et c'est exactement ce que font aussi les autres mouvements sociaux. Je pense notamment à la lutte agiste, parce que la lutte pour les enfants et les bébés, etc., qui peuvent pas s'organiser politiquement non plus par eux-mêmes. On est un petit peu dans la même configuration, de même que pour les mouvements antivalidistes, où c'est extrêmement dur de demander des avancées, etc. Ça n'empêche pas, en fait, le fait de dire il faut faire beaucoup mieux. Il y a vraiment un immense manque de mobilisation, d'actes concrets, d'insertion dans les programmes, etc. Ça n'empêche pas d'appeler à voter nouveau Front populaire. Continuer à lutter, soutenir les initiatives existantes et rester solidaires les uns et les unes des autres. Aussi, comme je parlais tout à l'heure, de cultiver cet élan mouvementiste, ça me paraît
important, de même que de savoir communiquer entre nous et de se placer dans une politique, à mon sens, de non-agression, à la fois vis-à-vis des acteurs et actrices du mouvement, notamment en respectant les divergences stratégiques et les différences de cible aussi, tant que ça nuit pas, et à la fois vis-à-vis des autres luttes sociales aussi. Ça a l'air un peu abstrait, mais en fait, c'est ce genre de mesures, je pense, et de considération pour la lutte qui fait que le tissu tient bon aussi sur le long terme. Je pense qu'une chose à faire de toute façon, c'est de rester effectivement en vigilance permanente sur ce sujet, de refuser la dilution de la question animale aussi dans d'autres luttes. Et ça, c'est un risque permanent, en fait, parce que les animaux, ça on le voit, on le sait en tant qu'antispéciste, les animaux passent toujours à la trappe. Et on nous dit toujours, c'est pas le bon moment pour parler des animaux. Et dès qu'il y a n'importe quel contexte d'actualité, on nous dit c'est pas le bon moment, on en parlera plus tard. Donc, ça, c'est l'occasion de clarifier, nous, en portant cette tribune et en disant qu'on appelle à soutenir le nouveau Front populaire et le Front contre l'extrême droite, on veut pas du tout avaliser cette question-là de dire c'est pas le bon moment de parler des animaux, c'est le bon moment de parler des animaux aussi. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas se détacher, ne pas se couper volontairement ou même passivement des autres luttes. Ouais. En fait, c'est de dire les animaux non humains sont victimes de domination, d'oppression, de suprémacisme, au même titre que d'autres groupes dominés et écrasés. Et il est temps qu'on en parle. Ouais. Donc, on fait front commun et on s'insère pleinement dans les luttes pour la justice sociale, dans les luttes pour l'égalité de considération des intérêts. Et on le sait effectivement, notamment, je sais que sur le podcast, il en a déjà été pas mal question de la dilution de la question animale, notamment même dans les luttes écologistes, et que c'est un très grand danger qui, à mon sens, s'est développé aussi ces dernières années au fur et à mesure que la lutte écologiste prend de l'ampleur. Et donc, il faut tenir la barre. Effectivement, il faut tenir la barre. Ouais. Mais le danger le plus immédiat, le plus inédit, le plus exceptionnel, qui, à mon sens, doit nous faire réfléchir aussi à des stratégies inédites et exceptionnelles, c'est l'éventuelle accession au pouvoir de l'extrême droite. Ouais. Je voulais finir en te demandant, d'habitude je finis en demandant des recommandations à mes invités, mais là, vu le contexte, je voulais que ce soit beaucoup plus concret que ça, et du coup je veux te demander 3 actions concrètes qu'on peut tous faire dès maintenant pour lutter contre l'extrême droite. Alors, qu'on peut tous et toutes faire, je sais pas, parce que voilà, ça dépend chacun et chacune de ses capacités. Oui. Parce que j'ai envie d'évoquer le vote, évidemment, et la procuration, c'est-à-dire d'aller massivement dans les urnes les 30 juin et 7 juillet prochains. C'est tout le monde n'a pas le droit de vote et tout le monde ne peut pas voter ou faire une procuration, mais je pense que dans cette élection, dans ce contexte, l'abstention est alliée de l'extrême droite et que donc il est important dans un premier temps de se mobiliser assez massivement, même en reconnaissant les limites du vote. Là encore, on peut aussi faire des choix pragmatiques en reconnaissant que le scrutin a ses limites, que les modes de scrutin sont biaisés, etc. C'est pas du tout incompatible. On peut aussi faire dans la nuance, mais en tout cas, j'appelle vraiment tout le monde à voter et à se déplacer dans ce cadre-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi que c'est de se mobiliser localement, parce que moi, je suis très contente de ce que j'observe sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, tout le contenu qui est créé aussi pour rappeler qui est l'extrême droite, rappeler l'histoire de l'extrême droite, c'est les mesures qui ont été votées, les atteintes aux libertés publiques, etc. Donc, je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, et ça, c'est chouette. Ça a aussi une importance, je pense, de se mobiliser localement, à son échelle, de se regrouper aussi, de se syndiquer, de rejoindre des associations locales, des collectifs locaux, etc., de faire de l'affichage, du tractage et de discuter avec les populations et tout ça. Je pense que ça a un vrai impact et une vraie importance. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis enfin, il y a quelque chose que je voudrais évoquer. Alors, je sais pas si c'est forcément les points les plus importants, mais en tout cas, ce qui me paraît être assez crucial, c'est de soutenir les médias et la presse indépendante. On a actuellement des forces qui sont très très puissantes contre les luttes sociales, contre les principes égalitaires, et notamment qui passent par la concentration extrême des médias. On le voit avec la puissance de Bolloré, avec CNews et d'autres médias qui sont dans le collimateurs en fait de l'Arcom notamment, ou qui sont en train d'être jugés pour leur manque de pluralisme, pour leur partialité, et qui sont très régulièrement condamnés en fait avec des amendes records, mais qui ne changent pas leur présence sur la télé, sur d'autres canaux. Donc je pense que il y a un véritable enjeu à disposer de contre-pouvoirs et d'un journalisme d'enquête qui ça coûte très cher, de faire de l'enquête et de sourcer, de faire le boulot en fait. Donc
donc je pense qu'il y a un gros enjeu dans le soutien financier et dans la visibilité aussi, si on n'a pas les moyens de soutenir forcément financièrement, de donner de la visibilité et de la force à ces médias et cette presse indépendante. Soutenez les médias indépendants. Mmh. Absolument. Et ben merci beaucoup Florence. Je rappelle une dernière fois que je mettrai donc dans la description le lien vers la tribune et peut-être qu'on laissera le formulaire ouvert encore quelques temps pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent ajouter leur signature à cette tribune et participer en fait au front auquel on appelle au sein de l'antispécisme en tant qu'antispéciste contre l'extrême droite. Merci encore Florence d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau pour parler de ça. Merci beaucoup à toi de parler de ce sujet et de m'avoir invité et de m'avoir accordé ta confiance. Et merci aussi pour Comme un poisson dans l'eau. Moi, j'estime que c'est vraiment un très très beau projet que je soutiens depuis son démarrage. Donc merci beaucoup. Je rappelle que cette tribune a été co-initiée avec JMDO, militant scientiste, Joseph Jacaz, coordinateur en collecte de fonds pour ONG, militant antifasciste et antispéciste, Lila M, vulgarisatrice sur l'esprit critique et les luttes sociales, créatrice de Réfuté, Orlando Ashbenta, créateur du collectif scientiste Réplique éthique, et Johan O'Haro, psychologue et vulgarisateur en psychologie sociale et philosophie morale. Merci à toutes les personnes qui ont donné de la force à cette initiative, notamment aux centaines de personnes et collectifs qui ont signé la tribune. On reste mobilisé contre l'extrême droite, jusqu'au second tour, on lâche rien. Et après aussi, et quel que soit le résultat des élections, il y aura beaucoup à faire encore sur cette question pour les années à venir. Force à nous tous, et bisous quand même.